webinaire se déroulera de cette façon. Donc, dans une première partie, nous reviendrons sur la bioimpédancemétrie. Qu'est-ce que c'est? Comment ça fonctionne? Dans une deuxième partie, nous reviendrons sur le BioDcoach, donc en tout ce qui concerne la prise de mesure et les indicateurs. Donc, on reviendra sur l'interprétation des indicateurs. Dans une troisième partie, nous verrons l'étude de cas du jour qui porte aujourd'hui sur la perte de poids qui est associée à un rééquilibrage alimentaire. Et dans une dernière partie, ce sera une petite session questions-réponses où vous pourrez me poser toutes les questions dont vous avez envie. Donc, la bioimpédancemétrie, qu'est-ce que c'est pour faire simple? Donc, c'est tout simplement une méthode d'analyse de la composition corporelle. Donc, le principe est très simple. Donc, l'appareil va générer un courant électrique de faible intensité qui va circuler dans le corps grâce aux électrolytes qui sont contenus dans l'eau. Donc, les tissus, sauf le tissu graisseux, vont être traversés et vont opposer des résistances au passage du courant. Donc, ces résistances vont être mesurées, c'est ce qu'on appelle les impédances, puis vont être interprétées grâce à des algorithmes de référence. Ce sont par la suite ces résultats qui vont permettre de quantifier des compartiments clés de la composition corporelle, comme par exemple la masse hors graisse ou encore l'eau extracellulaire. Mais d'autres compartiments seront déduits, puisqu'ils ne peuvent pas être calculés en bioimpédancemétrie comme la masse grasse. Donc, la bioimpédancemétrie peut découper le corps en différents modèles de compartiments. C'est comme nous pouvons le voir ici. Donc, il existe différents modèles de compartiments. Donc, le premier, par exemple, découpe le corps en deux parties. Donc, il va découper le corps en masse hors graisse et en masse grasse. Donc, la masse hors graisse, c'est toutes les matières corporelles, sauf les lipides non essentiels sans leurs os. Donc, c'est ce qu'on appelle le gras sec. Donc, toutes les matières corporelles sans le gras sec. Le modèle à 3 compartiments que vous pouvez retrouver ici, donc là, découpe le corps à la façon d'EXA. C'est-à-dire qu'il va découper le corps en 3 parties. Donc, nous allons retrouver la masse maigre souple d'un côté, donc qui sont toutes les matières corporelles, sauf les lipides non essentiels sans leurs os et sans le contenu minéral osseux. Le contenu minéral osseux et la masse grasse. Voici les deux autres modèles de compartiments. Donc, le modèle à 5 compartiments reprend tout ce qui peut être calculé avec la bioimpédancemétrie, c'est-à-dire les protéines actives, les protéines qui sont contenues dans la masse cellulaire active, l'eau intracellulaire, l'eau extracellulaire, les solides extracellulaires et la masse grasse. Donc, voici, c'était la première partie concernant la bioimpédancemétrie. Nous allons venir au BioDcoach maintenant. Donc, tout d'abord, un rappel sur la prise de mesure. Cette prise de mesure est une étape clé. Toutes les conditions doivent être respectées pour ne pas que les résultats de la mesure soient faussés. Donc, ces conditions, donc dans une première partie, la personne doit être assise sur une chaise non métallique. Le dos doit être bien droit. La personne a juste à replier sa jambe droite vers l'intérieur, à venir décoller légèrement son talon du sol et à venir positionner le biodie sous les malléoles de la cheville droite. Bien sûr, la personne pensera bien à humidifier donc, les 4 électrodes du biodie, donc 2 au niveau de la pince, l'électrode du dessous et l'électrode au niveau du bouton pressoir. Les doigts de la main droite, bien sûr, et l'arrière de la cheville droite. Donc, la mesure, bien sûr, se fait toujours du côté droit. Même pour les gauchers, elle se fait du côté droit. Donc, une fois que la personne a positionné son biodie sous les malléoles, elle va venir appuyer. Donc, elle appuiera uniquement lorsque le biodie sera positionné et elle restera appuyée jusqu'au 2e son et normalement, la LED doit clignoter en vert. Donc, ça, c'était pour la prise de mesure. On pourra y revenir plus tard au niveau de la session questions-réponses si vous avez des questions concernant cette prise de mesure. Au niveau des indicateurs, donc une fois que vous arrivez sur votre tableau de bord, vous retrouvez le tableau de bord. Donc là, sur le bandeau du haut, vous allez retrouver l'IMC, donc l'indice de masse corporelle qui reprend tout simplement le poids sur la taille au carré. Les fourchettes de normalité sont données par l'Organisation mondiale de la santé. Elles vont de 18,5 à 24,90. Donc en dessous de 18,5, on considère que la personne est en état de maigreur. Et au-dessus de 24,90, on considère la personne en surpoids. Attention avec cet IMC qui est un premier indicateur qui peut parfois être trompeur. C'est-à-dire que si une personne a une masse musculaire qui est très développée,
forcément son IMC sera élevé, puisqu'il reprend tout simplement le poids sur la taille au carré. Donc son IMC pourra traduire un état de surpoids, voire une obésité, sans pour autant que la personne soit en excès de masse grasse. Donc ce premier indicateur est à pondérer en fonction du profil du patient. Vous retrouvez également sur le bandeau du haut l'angle de phase. Donc cet angle de phase est un véritable indicateur de santé cellulaire puisqu'il va vraiment permettre de situer l'état de forme de la personne. Donc cet angle de phase est toujours calculé à la même intensité de courant, donc à 50 kHz. Donc l'appareil va tout simplement envoyer un courant électrique au niveau des membranes cellulaires afin de tester la réactivité, la réceptivité des membranes face à ce courant. Donc plus les membranes cellulaires réagissent au courant, plus il va y avoir un chiffre qui va être élevé et ce sera signe de bonne santé, bonne fonctionnalité des membranes. Donc plus la mesure est effectuée sur une personne jeune, musclée, en bonne santé, plus l'angle de phase sera élevé. Cet angle de phase est également un indicateur de confiance de la prise de mesure puisqu'il peut fluctuer d'une mesure à une autre, mais s'il fluctue trop rapidement d'une mesure à une autre, c'est qu'il y a un problème au niveau de la prise de mesure et il serait recommandé de refaire la mesure. Au niveau de la synthèse, donc c'est une photographie synthétique de l'interprétation de la mesure. On retrouve trois parties au niveau de cette synthèse. Donc la cible au milieu, ici. Donc cette cible, c'est une représentation globale des résultats de la mesure. Au niveau de cette cible, vous allez retrouver des billes qui sont positionnées dans des zones de couleur et qui vont vous permettre de situer rapidement le niveau d'équilibre corporel du sujet en fonction des valeurs de référence. Vous retrouvez également les écarts théoriques, donc ici. Donc ces écarts théoriques permettent de situer la personne par rapport à des valeurs de référence moyennes qui vont tenir compte du sexe, de la taille, du poids et de l'âge de la personne. Donc, ils sont au nombre de 3. Vous retrouvez la masse grasse, la masse musculaire et le volume hydrique. Et ces chiffres sont également en couleur, ce qui vous permet de visualiser rapidement le niveau d'équilibre corporel de la personne. En dessous, vous retrouvez les indices. Donc, ces indices, eux, vont permettre de chiffrer l'équilibre de la personne autour d'une valeur d'équilibre égale à 1 et allant de 0 à 2. Donc, l'objectif, bien sûr, c'est de se rapprocher de la valeur 1. Donc, en ce qui concerne la masse grasse, ça peut parfois être dépassé lorsque les personnes sont en surpoids ou en obésité. La masse musculaire et la masse osseuse, au plus ça dépasse 1, plus c'est facteur positif. Et la charge en muscle et la charge totale, l'objectif, c'est de se rapprocher de la valeur 1. Au niveau des indicateurs, donc, ils sont toujours représentés de la même façon. Donc, vous allez retrouver le titre en haut, qui est le compartiment corporel qui est mesuré. L'unité, qui est le mode de calcul, donc ce soit des kilos, soit des litres, soit des pourcentages. La valeur calculée, qui est la valeur qui correspond à la mesure du jour. La référence estimée, qui est la valeur qui est considérée comme normale. L'écart théorique, c'est tout simplement la différence entre la valeur calculée et la référence estimée. En dessous, vous retrouvez un graphe sous forme de jauge. Au niveau de ce graphique, vous trouvez un petit triangle qui est un indicateur qui va vous permettre de situer la personne par rapport à l'indicateur en question. Le code couleur donné est toujours le même, vous le retrouvez en dessous de la cible au niveau de la synthèse. Vous retrouvez également un historique. Donc l'historique, c'est tout simplement la différence entre la mesure du jour et les mesures précédentes. Et au niveau du titre, vous retrouvez ici un petit symbole I qui, si vous cliquez dessus, vous allez avoir une vidéo explicative de chaque indicateur. Donc, le métabolisme de base, c'est tout simplement l'énergie qui est nécessaire pour maintenir les fonctions vitales de l'organisme lorsqu'il est au repos. Bien sûr, ce métabolisme de base est indispensable pour évaluer la dépense énergétique journalière. Pour évaluer ce métabolisme de base, nous nous sommes basés sur la formule d'Harris et Benedict que nous avons réajustée afin de prendre en compte le poids de la masse sèche hors graisse. C'est-à-dire que plus une personne a une masse sèche hors graisse élevée, plus son métabolisme de base sera élevé. La dépense énergétique, donc c'est tout simplement la quantité totale d'énergie qui est dépensée par l'organisme au cours d'une journée de 24 heures. Donc pour calculer cette dépense énergétique, c'est tout simplement le métabolisme de base que nous venons de voir, fois le coefficient du niveau d'activité physique. Donc le niveau d'activité physique que vous renseignez au moment de la prise de mesure impactera
uniquement la dépense énergétique. C'est-à-dire que plus la personne a un niveau d'activité physique élevé, au plus sa dépense énergétique sera élevée. Donc, bien sûr, cette dépense énergétique est corrélée à la masse grasse. Comme vous avez pu le voir ici, par exemple, vous voyez que l'indicateur se situe dans la zone orange et que la valeur calculée est bien supérieure aux apports conseillés inférieurs et supérieurs. Pourquoi? Puisque le logiciel va tout simplement estimer que la personne a un excès de masse grasse et pour pouvoir rééquilibrer sa masse grasse, elle conseillerait à la personne de réduire ses apports alimentaires de moins 5 à moins 20% par rapport à la dépense énergétique journalière. Si la personne apporte moins de calories à son organisme, forcément, un déficit calorique va se créer et l'organisme va pouvoir venir puiser son énergie dans les réserves et rééquilibrer la masse grasse, tout simplement. La masse grasse à hydratation constante. Donc ici, c'est tout simplement l'ensemble du gras que l'on a dans le corps, quelle que soit la localisation anatomique, hormis la poitrine chez les femmes, puisque nous l'avons déduite au moment de la prise de mesure. Donc, pourquoi nous prenons une masse grasse à hydratation constante? Pour avoir une mesure constante de la masse grasse sans qu'elle soit faussée par les fluctuations du niveau d'hydratation. Donc, on va tout simplement recalculer le poids de la personne. On va tout simplement recalculer le pourcentage de masse grasse de la personne avec un poids idéal où l'hydratation est parfaite, c'est-à-dire à environ 72,20%. Donc, pour faire simple, pour vous montrer l'intérêt de cette masse grasse à hydratation constante, je vais prendre un exemple. Si un patient pèse 100 kg à un instant T, donc sur ces 100 kg, nous avons 30 kg de masse grasse et 70 kg de masse hors graisse. Dans ces 70 kg de masse hors graisse, nous avons 50 litres d'eau. Donc, le pourcentage de masse grasse, c'est de 30% à cet instant. 3 semaines plus tard, mon patient revient me voir et il pèse 104 kg. Donc, sur ces 104 kg, nous avons toujours les 30 kg de masse grasse, mais 74 kg de masse hors graisse. Donc, nous avons 54 litres d'eau totale. Donc, le patient, en 3 semaines, il a pris 4 litres d'eau. Donc, forcément, si on fait le rapport donc masse grasse sur poids total, forcément, le pourcentage est de 28%, alors que vous voyez, le poids en kilos de masse grasse n'a pas bougé entre les deux mesures. C'est-à-dire qu'à masse grasse équivalente, plus le poids de la personne augmente, plus son pourcentage de masse grasse diminue. C'est pour ça que l'on prend une masse grasse à hydratation constante, pour ne pas que ce pourcentage de masse grasse soit faussé par les fluctuations du niveau d'hydratation, tout simplement. La masse musculaire squelettique, c'est tout simplement l'ensemble des muscles qui sont rattachés au squelette. Donc, les muscles, ce sont des protéines, de l'eau extracellulaire et de l'eau intracellulaire. Ça permet ici de quantifier le poids des cellules musculaires. Ce qui est intéressant au niveau de cette tuile, c'est qu'on retrouve le rapport sur la masse hors graisse qui se situe en bas de la tuile. Donc, ici, nous n'allons pas comparer l'individu par rapport à un individu standard, mais par rapport à lui-même. C'est-à-dire qu'on va voir s'il a assez de masse musculaire par rapport à sa masse hors graisse. Donc ici, on va comparer l'individu par rapport à lui-même. Donc, on a des valeurs de référence pour ce rapport. Il doit être de minimum 49% pour les femmes et de 51% minimum chez les hommes. La masse sèche hors graisse, donc ici, il s'agit tout simplement des protéines et des minéraux qui sont contenus dans le corps. Donc, cette huile est intéressante à utiliser en cas de pathologie ou lors des régimes en vue d'une réduction de la masse grasse afin de s'assurer que l'organisme ne vient pas puiser son énergie au niveau des réserves protidiques. Donc, cette donnée est également essentielle dans le cadre d'une reprise d'activité physique puisqu'elle permet d'expliquer un éventuel gain de poids dû à la prise de muscle, mais également de faire un suivi pertinent des sportifs de haut niveau. C'est-à-dire que si le poids de la masse sèche en graisse augmente chez une personne, c'est que la personne prend du muscle. En revanche, si elle diminue, c'est que la personne en perd. La masse cellulaire active, donc ici, c'est l'ensemble des cellules actives de notre corps. Donc, les cellules sont composées majoritairement d'eau intracellulaire et de protéines métalliques. Mais on retrouve également des minéraux, comme le potassium qui est contenu dans l'eau intracellulaire, du glycogène, de l'ADN, mais encore d'autres composants. Donc, cet indicateur
va permettre d'évaluer un petit peu l'état de forme de la personne, puisqu'on va voir si toutes les cellules du corps fonctionnent bien. Donc, on retrouve deux jauges au niveau de cette tuile. Donc, la jauge BCM qui va permettre d'évaluer la quantité et la qualité de substrat énergétique que nous avons au niveau cellulaire, donc majoritairement des protéines. Et la jauge ICW qui va quantifier l'eau intracellulaire ainsi que la concentration de potassium. Donc, si nous avons une déshydratation au niveau intracellulaire, ça augmente le risque de blessure chez les sportifs. Donc, chez les sportifs, il faut veiller à ce que l'hydratation intracellulaire soit optimale. L'hydratation hors graisse. Donc ici, cette tuile va permettre d'avoir une bonne représentation de l'hydratation de la personne, quel que soit son pourcentage de masse grasse. Donc en effet, on va enlever le gras et l'eau du gras pour ne pas être gêné par les problèmes de poids, de corpulence de la personne et pour ne pas fausser le niveau d'hydratation. Donc la valeur de référence est de 72,2% pour les hommes et pour les femmes. L'objectif, bien sûr, c'est de se rapprocher de cette valeur. Nous avons des valeurs physiologiques qui vont de 68 à 76%. Ici, on va vraiment juger de l'hydratation de la personne au niveau des tissus maigres, là où la personne a réellement besoin d'eau. L'équilibre hydrique. Donc, cette huile représente l'équilibre hydrique global, c'est-à-dire toute la répartition de l'eau extracellulaire et de l'eau intracellulaire. Donc, cet équilibre va dépendre de plusieurs facteurs, dont l'équilibre au sodium-potassium. Vous savez que c'est le sodium qui régule l'eau extracellulaire et le potassium qui va réguler l'eau intracellulaire. Donc, l'eau totale est répartie chez les hommes entre 38% d'extracellulaire et 62% d'intracellulaire. Et chez les femmes, en 42% d'extracellulaire et 58% d'intracellulaire. Attention, cet équilibre hydrique va varier en fonction du taux de masse grasse, c'est-à-dire que l'eau qui est contenue dans le tissu graisseux est hydratée tissu graisseux est hydraté à hauteur de 15%. Et cette eau du tissu graisseux n'est pas répartie de la même façon. Elle est répartie entre 80% d'extracellulaire et 20% d'intracellulaire, ce qui explique que les personnes qui ont un surpoids, un excès de masse grasse, vont avoir tendance à avoir un compartiment hydrique extracellulaire qui est très important. Donc, cet équilibre hydrique est à pondérer chez les personnes qui ont un fort excès de masse grasse. Donc, voilà pour les indicateurs. Donc, nous pourrons revenir sur ces indicateurs lors de la session questions-réponses si vous avez des questions. Donc, nous allons passer à l'étude de cas du jour, donc qui porte sur la perte de poids associée à un rééquilibrage alimentaire. Donc, c'est une femme, elle s'appelle Madame C, elle a 51 ans, elle est assistante de direction. Au niveau de sa taille, elle mesure 170 cm, avec un poids initial de 105 kg. Son IMC était de 36,33 kg. Il traduit une obésité sévère de type 2 puisqu'il est supérieur à 35 kg par mètre carré. Le deuxième poids est de 96,1 kg le 22 novembre, donc 6 mois après, et son IMC était de 33,25 kg, qui traduit une obésité modérée, donc de type 1. Donc on voit qu'entre les deux, en 6 mois, la personne a perdu du poids, son IMC a diminué, elle est passée d'obésité type 2 à une obésité de type 1. Donc, au niveau de l'activité physique, pour cette patiente, donc l'entraînement adapté pour une perte de poids et l'utilisation de la filière aérobie avec une intensité de 30 à 40%. Donc, au niveau de la fréquence, il serait recommandé 3 fois par semaine pendant au moins 45 minutes. Pour les personnes obèses, il est conseillé de pratiquer une activité physique dans l'eau de type aquabike afin de se délester de son poids et de préserver les articulations de la personne. Donc, au niveau de la synthèse de la personne, donc avant le rééquilibrage alimentaire, donc on voit qu'elle avait un fort excès de masse grasse, donc plus 16,68 kg, une bonne masse musculaire, donc elle était à plus 8,01 kg, et un déficit hydrique très important. Donc, au niveau des indices, on voit que l'indice de masse grasse est très important, comme je vous ai dit tout à l'heure, qui pouvait être bien supérieur à 1 en cas de fort surpoids d'obésité.
Mais on voit également que l'indice de masse musculaire et l'indice de masse osseuse est bien développé. C'est-à-dire que la personne, en parallèle de sa masse grasse, a développé également sa masse musculaire et sa masse osseuse. On voit au niveau de la charge en muscle et de la charge totale qui sont proches de 1, donc une bonne charge en muscle et une bonne charge totale. Au niveau de la dépense énergétique, donc on observe la patiente a besoin de 2758 calories. Cette valeur est bien supérieure aux apports conseillés inférieurs et supérieurs. Pourquoi? Puisque je vous ai expliqué que tout à l'heure, cette dépense énergétique était corrélée à l'excès de masse grasse. Là, le logiciel estime que cette patiente doit perdre du poids. Du coup, il lui conseille de réduire ses apports alimentaires de moins 5 à moins 20% par rapport à cette valeur qui est là, afin d'engendrer une perte de poids. Donc, ce qu'on a fait avec cette patiente, donc elle a réduit ses apports alimentaires à 2206 calories. Qu'au niveau de ses apports alimentaires, avant le début du rééquilibrage alimentaire, nous avons réalisé une enquête alimentaire avec elle et on observait ces ingestats sont évalués à 3800 calories avant le début du rééquilibrage alimentaire. Donc, c'est une alimentation qui est bien hyper énergétique. Hein. On voit la jauge qui est dans l'orange. Donc, ces apports alimentaires représentent 139% de ses besoins énergétiques. C'était bien hyperglucidique et hyperlipidique par rapport à ses besoins énergétiques. Donc, au niveau des protéines, on était bien. Donc, on a donné quelques conseils à cette patiente qui étaient de conserver le même apport protidique, puisqu'il est dans le vert, de réduire légèrement ses apports glucidiques, c'est-à-dire de privilégier les glucides complexes au détriment des glucides simples, de rééquilibrer la ration lipidique, privilégier les acides gras insaturés au profit des acides gras saturés, et d'augmenter le niveau d'activité physique. Donc ça, c'est l'évolution du poids de Madame C au cours de la période. Donc, elle a perdu 8,90 kg en 6 mois. Donc, ces 8,90 kg sont répartis en moins 7,69 kg de masse grasse, cette courbe ici, plus moins 1,22 de masse sèche en graisse et plus 0,01 litre d'eau totale. Au niveau de la masse grasse, donc la masse grasse brute entre les deux périodes est passée de 44,24 kg à 36,55 kg, ce qui représente une perte de 7,69 kg de lipides. On a repris les deux tuiles, donc avant le rééquilibrage alimentaire et après le rééquilibrage alimentaire. Donc au niveau des pourcentages, il est passé de 40,19% à 36,56%. Bien sûr, on observe que les références estimées ne sont pas les mêmes entre les deux périodes, car le poids de la personne a diminué. Donc, les références ont été recalculées avec le nouveau poids. Au niveau de la masse sèche en graisse, donc on observe une diminution de cette masse sèche en graisse sur la période. Elle est passée de moins de 20,11 kg à 18,89 kg, ce qui représente une perte de moins 1,22 kg. Donc, cette perte de masse sèche en graisse reste quand même sans conséquence sur la santé, puisqu'elle reste quand même d'un niveau élevé. Vous pouvez voir que la valeur de l'écart théorique est toujours dans le vert foncé, la jauge également. On observe toujours une perte de masse sèche en graisse lorsque les personnes perdent du poids. C'est normal, c'est comme ça. Et on va observer une déperdition de protéines. Mais l'essentiel, c'est que cette perte ne soit pas trop importante pour ne pas que ça engendre par la suite des risques sur la santé de la personne. Au niveau de l'hydratation, donc là, au début du rééquilibrage alimentaire, on a observé des fluctuations du niveau d'hydratation, ce qui ont faussé le poids sur la balance, puisque on observe bien plus 2 litres par rapport à la première valeur. Mais ce qui nous intéresse, c'est de voir la valeur du début et la valeur à la fin du rééquilibrage alimentaire. Et on a pu voir qu'il y a eu une amélioration du pourcentage d'hydratation hors graisse entre les deux périodes. Celui-ci est passé de 62,85% à 65,07%. Si on regarde également en dessous, vous avez l'eau hors graisse et l'eau totale. Et si on fait le différentiel entre les deux, on voit qu'il est moins important dans la deuxième période. Donc ça, ce différentiel entre les deux représente tout simplement l'eau qui est contenue dans le gras.
On observe une diminution de ce différentiel puisque la personne a perdu de la masse grasse. Du coup, l'eau qui était contenue dans la masse grasse a été libérée dans la circulation, ce qui explique que l'amélioration du pourcentage d'hydratation de la personne entre les deux périodes. Au niveau de l'équilibre hydrique, donc avant le rééquilibrage alimentaire, on observait une hyperhydratation extracellulaire. Donc il était de 43,25%, alors que la valeur de référence est de 42%. Et on observait une sous-hydratation intracellulaire, donc 56,75% pour une valeur de référence de 58%. Après le rééquilibrage alimentaire, on observe une amélioration du pourcentage d'hydratation. Il est passé à 42,71%, ce qui est presque parfait. Et une amélioration également du pourcentage d'intracellulaire. Il est passé à 57,29%. Donc, l'amélioration de cet équilibre hydrique a été provoquée par la diminution de la masse grasse. Pourquoi? Puisque l'eau du tissu graisseux est répartie entre 80% d'extracellulaire et 20% d'intracellulaire, ce qui explique que les personnes qui ont un fort taux de masse grasse vont avoir un compartiment hydrique extracellulaire qui est très développé. Voilà, donc la personne, en perdant de la masse grasse, forcément, va se rééquilibrer au niveau de son compartiment hydrique extracellulaire. Donc, au niveau de la synthèse après le rééquilibrage alimentaire, on observe donc une diminution de la masse grasse, donc elle est passée de plus 16 à plus 11. Ça reste quand même d'un niveau élevé, mais il y a quand même une amélioration. On observe une légère diminution de la masse musculaire, mais elle reste quand même d'un niveau très élevé, plus 7,73 kg par rapport aux références estimées. On observe également une amélioration de l'hydratation, même si le déficit reste encore très important. L'analyse de la composition corporelle grâce à la bioimpédancemétrie tout au long de la période nous a permis d'évaluer l'évolution positive du rééquilibrage alimentaire associé à une activité physique quotidienne chez cette personne. Voilà pour l'étude de cas. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez nous les faire parvenir au niveau de la conversation. Donc, on a reçu également des questions par mail tout au long de cette semaine. Donc, j'ai pris le temps de réfléchir aux réponses. Donc, on a reçu une question qui nous demandait s'il est... Moi, j'aurais des questions, par contre. Alors, bonjour Pierre Péréa, je vais prendre la main. Pour les questions, il faudrait, si possible, les poser dans le chat, sinon on ne va pas s'entendre. Est-ce que vous pourriez écrire? Merci. Alors, j'ai une question de Karine. Est-ce bien normal que toutes les valeurs ne soient pas sur le BioDcoach, c'est-à-dire, Karine, les valeurs que l'on a pu présenter dans d'autres webinaires? Oui, c'est normal. En fait, les valeurs que vous avez vues dans les autres webinaires sont les valeurs du BioDXpert. Voilà, maintenant, toutes celles qui ont été montrées aujourd'hui sont bien dans le BioDcoach. Il faut peut-être les afficher, elles sont peut-être masquées, puisqu'on peut personnaliser le tableau de bord et votre tableau de bord ne les contient peut-être pas. Donc, Salomé va vous montrer sur son écran comment afficher et personnaliser le tableau de bord. Je pense que ça peut être utile pour certains qui ne savent pas comment utiliser cette fonction. Donc, quand vous êtes sur la...
Donc, une fois que vous êtes arrivé sur le tableau de bord de votre patient, vous allez dans Autre indicateur. Donc, si vous cliquez sur Personnaliser, là, vous avez la petite flèche qui s'affiche sur le côté gauche et la poubelle. Donc, si vous ne souhaitez pas utiliser des indicateurs, vous pouvez les supprimer, c'est-à-dire les placer en réserve. Donc, vous les supprimez. Par exemple, vous pouvez créer votre propre tableau de bord avec les indicateurs que vous souhaitez utiliser. Voilà, et donc dans Autre indicateur, vous avez également la possibilité de rajouter des indicateurs. Voilà, donc dans Autre indicateur, comme vous voyez, vous avez l'indicateur masse grasse qui s'est placé en réserve, mais vous pouvez le rajouter en cliquant sur le petit plus. Vous pouvez personnaliser également le tableau de bord, c'est-à-dire vous pouvez placer les tuiles un peu dans l'ordre que vous le souhaitez, en fonction de ce que vous traitez en priorité. Là, vous avez le libre choix d'organiser votre tableau de bord comme vous le sentez. Une fois que vous avez enregistré, vous pouvez l'enregistrer pour ce patient, l'enregistrer en tant que modèle générique. Vous lui donnez un nom, vous l'enregistrez. Et pour le retrouver, vous n'avez juste à cliquer sur le petit carré bleu, le petit profil de la personne, à côté de son nom et de son prénom. Et venir le trouver ici. Donc, bon, voilà. Et vous enregistrez. Et du coup, le tableau de bord que vous avez choisi s'affichera. Voilà, donc Karine, ça répond à la deuxième question. Est-ce que l'on peut mettre un tableau de bord personnalisé pour un patient? Autre question? Alors, dans des situations similaires à l'étude de cas, j'imagine, et sans être forcément en obésité, quelle serait la bonne fréquence de prise de mesure? Toutes les semaines, est-ce OK? Question de Mathieu. Alors, toutes les semaines, ça me paraît un peu court pour pouvoir voir l'évolution. Moi, je partirais plus sur du 15 jours à 3 semaines. Là, je pense qu'on pourrait vraiment voir une évolution au niveau de la masse grasse et on pourrait voir une belle évolution entre 15 jours et 3 semaines. Autre question. J'ai le cas d'un client athlète dont le rapport affiche une fat masse élevée. Alors, Nicolas, il faudra nous envoyer le rapport et également le profil de l'athlète pour qu'on puisse comprendre plus en détail. Il faudrait savoir aussi quelle est la discipline qu'il pratique pour qu'on puisse correctement vous commenter cette mesure. Autre question de Gilles, par rapport au niveau d'activité, comment bien choisir le niveau par rapport à un patient? Par exemple, pour les salles de remise en forme, doit-on changer au cours de l'évolution une personne non sportive à la base? Alors, je vais laisser Salomé répondre. Au moment de la prise de mesure, le logiciel vous demande de renseigner le niveau d'activité physique. À côté de ce niveau d'activité physique, vous allez retrouver un petit point d'interrogation. Donc, si vous cliquez sur ce point d'interrogation, vous allez avoir la signification de tous les niveaux d'activité physique. Donc, de très faible à très fort pour les sportifs non professionnels. Vous avez également la signification des niveaux d'activité physique pour les sportifs professionnels. Donc, vous, si le niveau d'activité physique vient à changer au cours du temps, il faudra bien penser à le modifier. Puis, comme je vous ai dit tout à l'heure, ce niveau d'activité physique va impacter la dépense énergétique. Et plus une personne a un niveau d'activité physique élevé, plus sa dépense énergétique sera élevée. Donc, il est très important de questionner la personne par rapport à son activité physique
et en tenir compte au niveau du renseignement du niveau d'activité physique. Autre question par rapport à ce niveau d'activité physique, comment bien choisir le niveau? C'est-à-dire comment choisir faible, moyen, fort, très fort. Alors, toujours pareil, toujours dans cette rubrique, au niveau de l'application, vous allez retrouver au niveau du point d'interrogation toute la signification. Je vais voir si je peux vous le montrer. Alors, je vais essayer de montrer. Voilà. Donc, quand j'arrive sur l'application pour effectuer une nouvelle mesure, au niveau du niveau d'activité physique, vous avez un petit point d'interrogation. Et là, vous avez toute la signification des niveaux d'activité physique. Donc, de très faible, c'est pour les personnes qui sont alitées, donc inactives. Faible, c'est les personnes sédentaires. Et de moyen, là, on commence à avoir une vie active assez normale, avec des déplacements quotidiens, une activité physique d'intensité modérée. Et plus on augmente le niveau, plus on augmente le niveau d'activité physique. Voilà. Et pareil pour les sportifs professionnels, là, vous avez les correspondances en fonction des phases. Voilà. J'espère que ça a répondu à votre question. Merci Salomé. Est-ce que vous auriez d'autres questions? Je vois dans le chat qu'il n'y a pas plus de questions. S'il n'y a pas d'autres questions, Salomé va répondre aux questions qu'on a reçues par mail. Alors, quand toutes les tuiles sont relativement bonnes, sauf l'équilibre hydrique, où le curseur se trouve bien à gauche ou à droite, comment peut-on ramener le curseur au centre? Donc, donc là, on est bien dans le cas où une personne n'est pas en excès de masse grasse. Donc, si la personne est bien équilibrée au niveau de sa masse grasse, c'est que le curseur se situe quand même sur la gauche ou sur la droite, c'est que la personne présente un déséquilibre hydrique. Ce déséquilibre hydrique peut être causé par plusieurs raisons. Un déséquilibre de la balance sodium-potassium, les personnes qui ont peut-être une alimentation trop salée ou pas assez salée, ça peut influencer cet équilibre hydrique. De même pour les personnes qui ont des pathologies rénales ou cardiaques, les personnes qui prennent des diurétiques vont perdre de l'eau extracellulaire et du coup ça va déséquilibrer le curseur, qui sera plus sur la gauche puisque la personne manquera d'eau extracellulaire. Mais après, si vous souhaitez, vous pouvez nous envoyer le tableau de bord en PDF pour qu'on puisse l'analyser et revenir vers vous. Alors, est-ce que Salomé, vous pourriez montrer également, vous montrer comment sauvegarder le tableau de bord en PDF? Alors, pour enregistrer le tableau de bord en PDF, c'est très simple. Une fois que vous êtes sur le tableau de bord de votre patient, vous allez dans Imprimer. Ici, cliquez sur Imprimer. Et donc là, vous avez un petit bouton qui apparaît en haut, Imprimer. Donc vous pouvez soit l'imprimer, soit PDF, enregistrer au format PDF. Et à ce moment-là, ça enregistrera votre tableau de bord dans votre ordinateur. Merci Salomé. Autre question de Thibaut. Langue de phase, vous avez dit que ça représente la santé cellulaire, la forme. Qu'est-ce qui fait changer cette donnée précisément? Donc, qu'est-ce qui peut faire changer ou varier l'angle de phase? Alors, l'angle de phase est très sensible, c'est-à-dire que si une personne a une petite période de fatigue, un petit stress, un petit rhume, on va directement le voir sur cet angle de phase.
Au contraire, si la condition physique de la personne s'améliore, qu'elle a repris une activité physique, elle s'alimente d'une meilleure façon, la langue de phase va augmenter. Mais si votre langue de phase diminue, c'est que la personne a eu un petit état de fatigue, une petite pathologie qui aurait pu influencer la santé cellulaire, tout simplement. Remarque de Thibaut, je disais ça car je gère une personne en surpoids et elle se sent beaucoup mieux physiquement, mais son angle de phase diminue. Alors là, Thibaut, à ce sujet, je pense que la bioimpédance-métrie peut apporter des informations. Oui, la personne peut se sentir mieux, mais en revanche, l'angle de phase n'est pas nécessairement lié au fait qu'elle se sente mieux. Donc, il faudrait nous envoyer son rapport d'analyse. On pourra le commenter plus en détail, en PDF, comme on a pu le montrer. Et ensuite, on ne sera peut-être pas en mesure de dire qu'est-ce qui crée cette diminution. On pourra vous donner des exemples. Voilà. Question de Gilles. Nous avons le cas d'un client masculin dont les résultats sont excellents, masse grasse évoluant entre 9 et 13%, mais qui ne correspondent pas visuellement à ce type de résultats. Gilles, est-ce que vous pourriez nous envoyer de la même manière l'analyse, aussi une description de la personne, une description visuelle de son apparence, puisque visuellement, vous pensez que les résultats ne correspondent pas à ce qui est vu. Visuellement, faut nous donner plus de détails. Est-ce que c'est par rapport à une mesure comparative avec une autre technique comme la pince à pli? Dans ces cas-là, il y a des explications, on vous les donnera. Est-ce que c'est par rapport à des lignes plutôt marquées et vous pensez que la masse musculaire la masse grasse devrait être beaucoup plus basse? Donc tout ça, il faudrait nous le préciser par mail et on vous répondra précisément sur votre patient. Nicolas, je vois que vous avez envoyé le fichier d'analyse de l'athlète. On vous répondra par mail. Alors, il reste 9 minutes. Je vais laisser la parole à Salomé qui va répondre aux questions que nous avons reçues par mail. Alors, nous avons reçu pas mal de questions. Donc, tout à l'heure, la première question qui nous demandait si les bijoux et les piercings étaient à proscrire lors de la prise de mesure. Donc, non, forcément, les petits bijoux, les petits piercings ne vont pas influencer la prise de mesure. Donc, vos patients peuvent garder, s'ils ont un petit bracelet, une petite bague, ça n'aura pas d'influence sur les résultats de la mesure. Voilà pour la première question. La deuxième question, c'était peut-on faire des mesures sur des personnes équipées de prothèses? Donc, la présence de prothèses présentant des plaques métalliques peut influencer les résultats de la mesure. Donc, si ces plaques se situent du côté gauche de la personne, aucun souci pour effectuer la mesure du côté droit. En revanche, si ces plaques métalliques se situent du côté droit, exceptionnellement, nous pourrons effectuer la mesure du côté gauche. Mais ça doit rester exceptionnel. Voilà, on nous a demandé est-ce qu'il valait mieux de prendre une mesure à jeun à cause de la déshydratation nocturne. Donc, nous, on ne conseille pas de prendre la mesure à la sortie du lit puisque le corps n'est pas dans ses conditions idéales. On conseille de prendre la mesure 1 à 2 heures après s'être levé, après avoir pris un petit déjeuner pas trop copieux pour être dans les conditions les plus optimales possibles. On nous a demandé également au niveau de la dépense énergétique, pourquoi les apports conseillés étaient de moins 20 à moins 5%. Donc, c'était tout simplement en fonction de l'excès de masse grasse, pour pouvoir créer un déficit calorique et pour que la personne puisse se rééquilibrer au niveau de sa masse grasse. Donc, on conseille de réduire ses apports alimentaires de moins 5 à moins 20% par rapport à la dépense énergétique totale.
afin que l'organisme aille puiser son énergie dans les réserves et créer donc un déficit calorique et engendrer une perte de poids par la suite. Donc, si une personne est bien équilibrée au niveau de sa masse grasse, le logiciel indiquera des apports conseillés inférieurs et supérieurs dans une fourchette de moins 5 à plus 5% par rapport à la dépense énergétique journalière. Et en revanche, si une personne a un déficit au niveau de sa masse graisseuse, donc la personne est trop maigre par rapport aux valeurs de référence, là, le logiciel indiquera des apports conseillés de plus 5 à plus 20% par rapport à la dépense énergétique initiale. Voilà. Alors, on nous a demandé également où pouvait-on constater une rétention d'eau. Donc, on peut constater cette rétention d'eau au niveau de l'indicateur équilibre hydrique et au niveau du compartiment extracellulaire. Puisque lorsqu'on fait de la rétention d'eau, c'est en général le compartiment extracellulaire qui est touché. Donc, si ce compartiment extracellulaire augmente, cela signifiera que la personne fait de la rétention d'eau. On nous a demandé également s'il était possible de faire des mesures sur les femmes en période de menstruation. Donc non, il n'est pas recommandé d'effectuer des mesures sur les femmes en période de menstruation. Ça pourrait un petit peu fausser les résultats d'une mesure à une autre. Donc il n'est pas recommandé d'effectuer les mesures sur les femmes en période de menstruation. Voilà pour les questions posées via Internet. Alors, je vois une autre question de Thibaut. La masse cellulaire active, comment peut-on rééquilibrer l'hydratation intracellulaire pour qu'elle soit optimale? Car c'est souvent le facteur qui est le plus mal équilibré que je constate. Donc, comment rééquilibrer l'eau intracellulaire? Alors là aussi, il nous faudrait le PDF pour voir un petit peu si la personne est en déshydratation ou pas. Donc, si vous pouvez nous faire parvenir le PDF de cette personne, afin qu'on puisse vous répondre. Autre question de Karine. Est-ce qu'on pourra avoir un replay? Oui, évidemment. On aura un replay de ce webinaire sur Facebook. Voilà, bon, bah, écoutez, merci à tous. Dernière question à laquelle on n'a pas répondu avant de clôturer, de Jean-François. Est-ce que la masse grasse est la seule valeur calculée par déduction? Jean-François, ce que je propose, c'est que cette question est très pertinente. Je propose d'organiser un webinaire dans les prochains mois sur les compartiments corporels qui permettra de réexpliquer quels sont les compartiments qui sont calculés au travers des algorithmes et les compartiments et les éléments qui sont déduits. Donc, c'est une très bonne question. On en profitera pour en faire la thématique pour un des prochains webinaires. Si vous avez des idées de thématiques, des cas patients ou des exemples que vous souhaiteriez partager avec d'autres, n'hésitez pas. N'hésitez pas à contacter Salomé à formation@ebiodi.com et de faire vos propositions. Merci Karine, merci Gilles, merci à vous d'avoir été présents et passez une excellente fin de journée. Merci beaucoup.